Je crois que vous devriez regarder ça. Ça, c'est mon premier Michel Vaillant, le grand défi. Dans cet album, Jean Graton raconte une bataille épique pour savoir qui des pilotes européens et américains sont les plus rapides. Eh bien, figurez-vous que cette histoire est inspirée de faits réels. Dans les années 50, une course incroyable a vu s'affronter pilotes d'IndyCar et de Formule 1. Cet affrontement a eu lieu dans le Temple de la Vitesse, un circuit encore plus rapide qu'Indianapolis, Monza. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de la course des deux mondes quand F1 et IndyCar s'affrontaient à Monza. Cette histoire commence en 1954. Sous l'impulsion de Giuseppe Bacigalupi, président de l'Automobile Club de Milan, le circuit de Monza est rénové pour la deuxième fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1948, une première rénovation avait vu le circuit routier entièrement remis à neuf pour accueillir à nouveau les Formule 1. En 1954, on va toujours plus loin. Toujours plus haut, toujours plus fort. Je suis désolé pour ça, j'avais besoin de le faire. Il est décidé de rénover l'anneau de vitesse de Monza en y ajoutant des virages relevés, les fameux banking. Et c'est donc naturellement qu'on adopte un circuit plus impressionnant empruntant ces nouveaux bankings pour le Grand Prix de Formule 1 1955. Dans le même temps, Giuseppe il se dit que avoir la Formule 1 c'est chouette, que ce nouveau circuit est incroyable, mais qu'il pourrait en faire quelque chose d'encore plus fou. Depuis les années 50, les 500 miles d'Indianapolis comptent pour le championnat du monde de Formule 1. Les équipes européennes peuvent donc s'inscrire à la course et concourir contre les équipes américaines. Pourtant, ce n'est pas un franc succès. Et malgré quelques tentatives comme celle d'Alberto Ascari et Ferrari en 1952, les Européens n'arrivent pas à gagner outre-Atlantique. L'idée de voir pilotes européens et américains s'affronter reste pourtant très alléchant. Et encore aujourd'hui, on aimerait voir Lewis Hamilton et Scott Dixon s'affronter à main nue, ou pas, en tout cas avec leurs voitures respectives. Et ça, l'Automobile Club de Milan et le fameux Giuseppe l'a bien compris. À l'automne 1956, Giuseppe invite John Carter, le président de l'USAC, United States Auto Club. Il a une idée lumineuse à lui présenter. Son idée est la suivante. Utiliser le nouvel ovale de Monza fraîchement rénové pour organiser une course entre pilotes américains et pilotes européens. La course des deux mondes. Afin de donner le temps à chacun de se préparer, la première édition aura lieu en juin 1957. Pour cette course, les règles seront relativement proches de celles d'Indianapolis. D'un point de vue réglementaire, on peut clairement dire que les Américains sont avantagés. Le circuit ovale seul sera utilisé. La course se courra dans le sens anti-horaire, soit le sens inverse de celui utilisé par les Formule 1 lorsqu'elles viennent au circuit de Monza. Les voitures acceptées pourront venir de 3 catégories: IndyCar, Formule 1 et voitures de sport. En gros, les voitures d'endurance de l'époque. La course sera d'approximativement 500 miles, mais séparée en 3 runs de 63 tours. Chaque run sera séparé par 1 heure de battement pour réparer les voitures. Pourquoi ce choix? Tout simplement parce qu'on sait que la piste sera très rapide, très abrasive pour les pneus et très bosselée. Donc très dur pour les voitures, et on ne veut pas prendre trop de risques d'une casse matérielle qui pourrait engendrer un accident très grave. La piste est tellement atypique que ça va obliger Firestone à faire des pneus spéciaux pour l'événement. Et c'est en partie cet élément qui va mettre du plomb dans l'aile à la première édition. Quelques jours avant le début des hostilités, les voitures et le matériel des équipes américaines arrivent à Gênes par bateau depuis New York. Elles sont ensuite transportées du port jusqu'au circuit avec l'aide d'Alfa Romeo. Dans ces camions, on retrouve le matériel de 10 équipes parmi les meilleures des dernières 500 miles d'Indianapolis. Au niveau des pilotes, on s'attend à la venue de plusieurs très grands noms. Côté européen, on s'attend à la venue de Juan Manuel Fangio, Stirling Moss, Peter Collins, Mike Hawthorne, Luigi Musso, Jean Berra ou encore Tony Brooks. Les Américains de leur côté envoient Jim Bryan, Tony Benthausen, Paul Russo, Troy Ruttman, Ray Crawford, John Parson et Pat O'Connor. Mais alors arrivés au circuit après plus de 26 heures d'avion, les Américains vont être un peu déçus. Seul un pilote européen cité précédemment est inscrit à la course: Jean Berra sur Maserati. Tous les autres ont soit boycotté l'événement ou se sont déjà retirés. La raison principale, ils trouvent la sécurité insuffisante et ils n'hésitent pas à le dire dans la presse. Jean Berra finira lui aussi par se retirer de l'événement. Les pneus Firestone rendent la maniabilité de ces deux Maserati trop mauvaise pour prendre le risque de participer. Il n'y aura donc aucune Formule 1 au départ de cette édition 1957. Seuls 3 Jaguars Type D de l'écurie Écosse, récente vainqueur des 24 heures du Mans, prendront le départ. Durant la semaine, chacun prend ses marques sur une piste très rapide et bosselée qui la rend extrêmement compliquée
Les essais de la semaine servent de qualification. Et comme à Indianapolis, c'est la vitesse qui compte. Parce que c'est quand même tellement plus l'Amérique si t'annonces Nouveau record pour Tony Benthausen sur Novice Spécial à 177 miles à l'heure. plutôt que si t'annonces nouveau meilleur tour pour Tony Benthausen sur Novice Spécial en 53,7 secondes. Il parcourt même 3 tours en dessous des 54 secondes. Il casse tout. Il casse tellement tout que même sa voiture ne va pas résister et plusieurs pièces vont lâcher. Parmi elles, la suspension arrière qui va faire que la voiture va toucher la piste selon les boss. Il se retrouve obligé de rentrer au stand pour réparer. Je vous l'avais dit que cette piste elle était bosselée. Je vous avais aussi dit qu'elle était attendue comme très rapide cette piste. Pour vous donner une idée, Tony Benthausen, dans son tour le plus rapide, a roulé plus de 50 km/h plus vite sur un tour que les dernières qualifications des 500 miles d'Indianapolis de l'époque. Côté européen, la meilleure Jaguar est en 59.8 et se prend donc 6 secondes dans la vue. On comprend donc vite que la course est déjà pliée. À moins d'un miracle, les Jaguars ne pourront rivaliser. Et les Américains auront donc traversé l'Atlantique pour faire la course entre eux. Comme à la maison. Au départ, 12 voitures sont derrière la Pescar en vue du départ lancé. Les voitures s'élancent, et à la fin du premier tour, surprise, la Jaguar de Fairman passe en tête. Alors là, on ne comprend plus rien, que se passe-t-il ? C'est en fait très simple. Sa boîte de vitesse plus courte lui a permis d'accélérer plus fort que les voitures américaines qui n'ont que 2 vitesses, et donc mettent beaucoup plus de temps à se lancer et à atteindre leur vitesse maximale. À la fin des 3 courses, seules 6 voitures passent la ligne d'arrivée. 3 américaines et 3 européennes. Les 3 Jaguars ont passé la ligne. Jimmy Bryan remporte l'épreuve à une vitesse moyenne de 257 km/h et les 35 000 $ qui vont avec. Vous l'avez compris, cette édition 1957, c'est pas franchement une réussite. Et vous devez commencer à vous dire « Ouais, Théo, tu te fous de notre gueule, tu nous as promis une course IndyCar F1, elle arrive quand, nanana, nanana, nanana. » Oh, ça arrive. Nous sommes en juin 1958. Et cette deuxième édition de la course des deux mondes semble se profiler de bien meilleure façon. Parmi les grands noms inscrits, on retrouve Fangio, Moss, Hawthorne, Musso, Berra, Trintignant. Tous les plus grands sont là. Et pourtant, la sécurité n'a pas été améliorée. Alors il doit y avoir une autre raison. Et la raison, elle est simple, la même que d'habitude. La thune. Je possède des thunes. Toutes les équipes viennent pour récolter des thunes. Les pilotes voient en une potentielle victoire la possibilité d'avoir un gros cash prize, et c'est pareil pour les équipes. Les équipes italiennes sont même encore un peu plus incitées. Chaque année, l'Automobile Club d'Italie remet beaucoup d'argent à l'équipe italienne la plus victorieuse. Mais cette année, les règles ont un petit peu changé. Les équipes italiennes qui veulent prétendre à ce prix sont obligées de participer aux 500 miles de Monza. C'est pour cette raison que Ferrari participe. Et le Commendatore, il veut pas faire les choses à moitié. Il veut pas venir juste pour faire de la figuration. Alors Ferrari conçoit une voiture spéciale pour l'événement, la 412 MI. D'autres voitures sont créées spécialement pour l'événement, comme cette magnifique Lister Jaguar de l'écurie Écosse, ou encore cette Maserati qui sera pilotée par Stirling Moss. Du côté américain, on vient à nouveau en force. Les Européens s'étant plaints de leur incapacité à gagner ce type d'épreuve avec des Formule 1, viennent même avec 2 voitures supplémentaires dans leur bagage pour permettre à 2 Européens de concourir avec des voitures performantes. L'une d'entre elles sera d'ailleurs pilotée par l'un des plus grands pilotes de tous les temps, Fangio. La semaine commence et les essais avec. Dès le jeudi, la pluie s'abat sur la piste. Du côté américain, on est très clair. Si les conditions sont celles-ci pour la course, on remballe le matériel et on ne participe pas. Chez les Européens, on se dit prêt à rouler dans ces conditions. Moss prend même la piste et fait quelques tours autour des 260 km/h de moyenne. Du côté américain, on tire son chapeau et on commence à comprendre que personne n'est venu pour rigoler. Que cette année, il va y avoir une vraie bataille. À la fin des essais, c'est Luigi Musso sur Ferrari qui prend la pole position avec une vitesse moyenne de 281 km/h sur 3 tours. La deuxième position est à remettre à Bob Wies côté américain et la troisième place à Fangio. Le dimanche du départ, le temps est au beau fixe et la température accablante. Les Américains participeront donc à la course, contrairement à Fangio dont la voiture doit être réparée. Lors du premier run de 63 tours, le début de course est mouvementé. 3 pilotes se détachent et commencent à se livrer une bataille sans merci. Musso, Rathmann et Sachs donnent tout pour garder la tête. Musso va jusqu'à passer à quelques centimètres seulement du muret des stands pour garder le contact avec les 2 pilotes américains. La foule, bien plus nombreuse que l'année précédente, est en délire. Un pilote italien tient le rythme sur une Ferrari et à Monza. Tout est réuni. Tout est lié. Mais ce sera de courte durée. La Ferrari est compliquée à tenir dans les virages et les pneus s'usent très rapidement. De plus, Musso inhale des vapeurs qui s'échappent de son moteur et commence à se sentir mal. À la 27e boucle, il s'arrête et est remplacé par Mike Hawthorne. À la fin du premier run, 3 Américains sont en tête. Rathmann, Bryan et Wies. Et Moss à la 4e place. 1h30 plus tard, le départ du deuxième run est lancé. Rathmann prend la tête et le gagne assez facilement. Après 19 tours, Musso est à nouveau obligé de rendre le volant à l'un de ses coéquipiers
Et cette fois, c'est Phil Hill qui prend le volant de la Ferrari. Dans le même temps, une superbe bataille s'organise pour la 3e place entre Moss, Bryan et Ruttman. Il roule d'ailleurs presque aussi vite que le leader. Moss commence à se montrer et peut envisager un podium au général. 11 voitures passent la ligne d'arrivée de ce 2e run. Ruttman en tête, Vieth 2e, et à la 3e place, on retrouve Bryan. 3 Américains encore. Moss, premier Européen, finit 5e. Il a dû ralentir sur la fin du run parce que ses pneus commençaient à présenter des signes d'usure très importants et le risque était trop grand. Le 3e run est à nouveau dominé par Jim Ruttman et Jimmy Bryan, qui finissent dans cet ordre, 1er et 2e. À la 3e place, on retrouve la Ferrari, cette fois pilotée par Mike Hawthorne et Phil Hill. Luigi Musso n'a pas pu reprendre le volant. Moss, de son côté, qu'on commençait à sentir assez à l'aise sur le 2e run, a eu un accident assez important qui aurait pu être bien plus grave pendant ce 3e run. La direction de la voiture a lâché dans l'un des bankings et elle s'est retrouvée propulsée dans l'un des rails extérieurs. Coup de chance, le rail a résisté, Moss s'en sort choqué, mais complètement indemne. À la fin du 3e run, on fait les comptes, et c'est assez logiquement que Ruttman remporte l'épreuve après avoir remporté les 3 runs. Sa vitesse moyenne sur les 3 courses est de 268 km/h. Ça fait d'ailleurs de cette course la course la plus rapide jamais courue à cette époque. Après 2 victoires américaines et malgré la belle résistance offerte par les Européens lors de cette 2e édition, les 500 miles de Monza 1958 seront les derniers. Et la raison elle est simple, la même que d'habitude, la thune. 2 ans plus tard, les 500 miles d'Indianapolis seront retirés du calendrier de la Formule 1 et ce sera donc la fin des batailles F1 IndyCar. Dites-moi en commentaire si ce type d'événement pourrait à nouveau exister selon vous, et si oui, quelles pourraient en être les conditions. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. On sort une vidéo en rapport avec le sport automobile toutes les 2 semaines. Et si vous voulez encore plus de contenu, on se retrouve sur Twitch tous les mardis où on fait une émission en rapport avec le sport automobile. À dans 2 semaines.